Voilà, c'était deux exemples de renfort. Et puis si, un autre exemple qui va dans le sens de ce que tu dis, c'est les limitations de fait dans des situations de conflit où il y a des belligérants étrangers qui sont les nations des ONG présentes, où là, en Afghanistan, on voit bien que les besoins sont considérables. Et le fait d'être une ONG française pour Action contre la faim est aujourd'hui un véritable obstacle à la perception de neutralité de la part des populations civiles. Donc on a une conjugaison de facteurs qui restreignent les accès et notre capacité d'assistance en dehors même de considérations de droit. Philippe Rifmat. Je voudrais déjà ajouter, juste, sur le parlementaire de la Somalie, je dis que c'était évident pour tout le monde, je crois qu'effectivement on peut en parler, mais c'est parce que le contexte de ce conflit et des situations humanitaires des populations somaliennes est connu, je crois, de la plupart des gens qui sont ici dans cette salle et probablement une partie de ceux qui nous écoutent, et la capacité de leur porter assistance, elle est de plus en plus limitée. Et par rapport à ce que François Delanel vient de dire, la situation en Somalie présente certaines similitudes, dans la mesure où il faut quand même mentionner que ce qu'on appelle la communauté internationale, avec les guillemets de rigueur, est pratiquement derrière le TFG, donc le gouvernement dit de transition, et l'Union africaine, la plupart des pays, les Nations Unies, soutiennent le TFG, financent l'aide, et l'Union européenne, maintenant, développe un programme de formation et d'entraînement des troupes du TFG en Ouganda. La France a déjà commencé de le faire en le faisant à Djibouti avec certaines forces. Évidemment, ça peut avoir un impact pour certains des acteurs armés sur le terrain qui sont en opposition au TFG par rapport à des ONG européennes ou des ONG recevant des financements publics de la part de l'Union européenne. Et je voulais juste, si je permets, en une minute par rapport à le débat concernant effectivement la réforme humanitaire des Nations Unies, et dire deux choses. La première, c'est que les ONG n'étaient pas demanderesses. C'est effectivement le système international de l'aide. Ce sont les États, ce sont les Nations Unies, et aussi bien le CICR n'était pas non plus demandeur, aussi bien le CICR que un certain nombre d'ONG sont critiques, sont réservées et en font part. Mais je voudrais peut-être, c'est la deuxième remarque, peut-être faire un bémol, c'est que ce système, il a tendance à s'institutionnaliser de plus en plus, et comme il s'institutionnalise de plus en plus, en fait, paradoxalement, il va réouvrir des champs et des possibilités à ceux qui ne veulent pas y participer, parce que plus il s'institutionnalisera, plus il va fonctionner un petit peu sur lui-même, et dans un certain nombre de pays, finalement, et de situations, il sera préférable d'être en dehors que d'être dedans, donc ça rouvrira un certain champ dans certaines situations. Ce n'est pas le cas actuellement en RDC, j'en conviens absolument, c'est exactement le contraire. Tout à fait. Question encore, peut-être ? Oui, Philippe Chabas. Moi, je suis un peu gêné par le... Il manque un truc, en fait, dans votre discussion. La question, c'est quel droit pour les populations ? Je pense que ce que tout le monde effleure, mais ce que vous dites pas, c'est qu'il y a des tas de situations où il n'y en a pas de droit, et c'est peut-être pas la peine d'essayer absolument de courir après. Il y a une espèce de mode aujourd'hui, le droit à la santé, le droit à tout ça, tout ce beau corpus des droits économiques et sociaux. Il y a des tas de situations, et tous les exemples le montrent, où on peut pas les appliquer, ça n'existe pas. Pour qu'il y ait un droit, hormis le DIH, il faut qu'il y ait un cadre assez stable, et puis il faut qu'il y ait une force pour être capable de le faire respecter. Donc plutôt que d'essayer désespérément de tordre ça dans tous les sens en cherchant des droits, il faut peut-être essayer de trouver des solutions un peu plus proactives. C'est le droit du plus fort, c'est le droit du plus démerdard, c'est le droit de celui qui a le moins la trouille d'aller prendre des risques. Il y a toutes ces situations concrètes, et je crois qu'il y a malheureusement des situations où il faut qu'on abandonne la notion de droit, parce que quand on parle de la Somalie, ça sert à rien de parler du droit à la santé ou du droit d'accès à je sais pas quoi. Donc je voudrais que vous essayiez, moi ça m'intéresserait de développer un peu cette idée. Comment on fait quand, de toute façon, tout le monde est dire qu'il n'y a pas de cadre juridique dans lequel on va être obligé de travailler. Bonne question de Philippe Chabas. Anéry.
Moi, je suis à la fois d'accord et pas d'accord. Oui, bien sûr, il y a plein de situations où le droit ne s'applique pas, c'est bien le problème. Mais en tout cas, pour ce qui est des ONG, quand on se trouve dans ces situations-là, oui, effectivement, on applique le droit de la débrouille, du plus démerdard, de celui qui a moins peur, parce qu'en fait, on essaye de trouver tous les interstices pour pouvoir accéder aux populations, que ce soit en termes d'autorisation délivrée par les États, on essaye d'approcher par le côté, on essaye de faire low profile, on signe des memorandum of understanding en sachant très bien que quelquefois il y a certains articles, on espère qu'ils ne seront pas appliqués à la lettre. Donc ça, on le fait. Mais après, on est bien conscient du fait que dans les situations où il n'y a aucun droit qui s'applique, il faut bien qu'on fasse quelque chose pour essayer de convaincre l'État du pays dans lequel on est, de convaincre la communauté internationale qu'il y a une situation qui n'est pas normale et qu'il faut faire quelque chose. Donc avec toutes les limites qu'on a en tant qu'ONG de terrain, n'empêche qu'à chaque fois qu'on doit écrire un texte, une lettre à John Holmes, à chaque fois, pour renforcer nos arguments, on est bien obligé de s'appuyer sur les droits qui ne sont pas là. On dit, voilà, nous on est sur place, on constate telle chose, c'est à l'encontre de tel droit. Donc en fait, c'est en ça qu'on est quand même toujours obligé de se référer au droit, mais bien sûr, on n'attend pas que le droit soit appliqué pour agir, parce que sinon, on ne ferait rien. Bien sûr. Daniel Cahen, ce trou noir là, évoqué par Philippe Chabas, ça vous évoque quelque chose? Alors sur le plan juridique, non, mais alors sur le plan opérationnel, oui. Disons, sur le plan juridique, il n'y a pas de trou noir ou de zone grise juridique. On est soit dans une situation de conflit armé, puis là il y a un certain nombre de règles qui s'appliquent, soit on n'est pas dans une situation de conflit armé, et il y a un certain nombre d'autres règles qui vont s'appliquer. Et puis Carole Dremer de Médecins du Monde mentionnait le droit international des droits de l'homme, où là finalement les droits de l'homme s'appliquent tout le temps, qu'on soit en situation de conflit armé ou non. Là où ça devient difficile, c'est effectivement d'en parler, de dénicher les bons interlocuteurs à qui en parler, et puis ensuite d'essayer d'avoir un minimum de pouvoir de persuasion par rapport aux personnes qui peuvent agir sur les situations. Et là, effectivement, je dirais il faut être la créativité et de mise, parce qu'il faut arriver à trouver les bonnes personnes et à engager le bon dialogue. Et c'est parfois extrêmement difficile, mais là, je pense qu'il y a en tout cas deux choses qui doivent nous guider. La première chose, et c'est vraiment primordial, on en a peu parlé, c'est déjà l'intérêt des victimes. Quels sont leurs besoins et quelles sont leurs vulnérabilités. Et c'est vrai que là, on parle plutôt des situations post-conflit, et on est face à des vulnérabilités qui sont particulières. Et on ne peut pas dire que toute situation de post-conflit est équivalente et que les besoins sont les mêmes. Parce que les besoins, il y a une myriade de besoins qui varieront à chaque fois. Et donc là, on doit bien les comprendre. Ensuite, si on veut pouvoir répondre à ces besoins, je reste vraiment intimement persuadé, et pas seulement parce que je travaille pour le CICR, ou peut-être je travaille pour le CICR à cause de ça, mais que la seule manière d'avoir un impact, c'est d'être réellement indépendant et réellement neutre, et de vraiment garder, je dirais un peu un œil sur ces deux problématiques que sont les victimes et quand même le respect du droit, parce que le droit existe. Et vraiment de travailler sur ces deux plans, sur le plan vraiment de l'assistance humanitaire, et d'essayer d'emporter un minimum de conviction sur le plan juridique pour améliorer le respect du droit. Concrètement, Mogadiscio, en ce moment, pour vous, c'est pas un trou noir pour le CICR? Non, absolument pas. Non, c'est absolument pas un trou noir. On est dans une situation de conflit armé non international, finalement assez classique et qui est aujourd'hui plus structurée qu'il y a quelques années, avec des acteurs qui sont finalement mieux identifiables. Le gros problème, c'est un problème opérationnel qui est un problème d'accès aujourd'hui. Ceci dit, il y a quand même des possibilités de dialogue. Donc, dans l'idée de trou noir absolu. D'accord, on reviendra d'ailleurs dans quelques minutes sur le CICR face à tout ça. Mais je crois que Philippe Richman voulait aussi apporter sa réaction. Pour compléter, juste peut-être la réponse sur la question de Philippe Chabas, il est incontestable qu'il y a des situations dans lesquelles le droit n'est pas vraiment une préoccupation pour les acteurs sur le terrain, et de toute façon, il évolue effectivement dans un contexte, de façon un peu provocative,